Mon père s'est laissé berner par la flatterie de mon frère, m'a évincé de l'entreprise que j'avais reconstruite, alors j'ai disparu et j'ai déclenché l'effondrement qu'ils n'ont jamais vu venir. Mon père, âgé de 35 ans, a démarré son entreprise de fourniture d'équipements depuis un garde-meuble à Houston dans les années 1980. 3 décennies plus tard, elle réalisait un chiffre d'affaires de 4 200 000 $ depuis une installation de 50 000 pieds carrés dans le nord de Dallas. J'y avais consacré 15 ans, d'abord en apprenant la gestion des stocks pendant les étés au lycée, puis les opérations après l'université, et enfin en modernisant tout le système de back-end il y a 4 ans. L'entreprise était solide, fournissant des équipements industriels standards du Texas pour les champs pétrolifères, les chantiers de construction et les usines de fabrication, des générateurs haut de gamme, des systèmes hydrauliques spécialisés, du matériel de fabrication sur mesure, le genre d'équipement qui fait tourner l'économie texane, mais auquel personne en dehors du secteur ne pense jamais. Notre liste de clients comprenait la plupart des principaux acteurs du secteur de l'énergie de l'État. Mon père ne manquait jamais une occasion de rappeler à tout le monde qu'il l'avait bâti à partir de rien. Malgré le prêt de 80 000 $ de mon grand-père qu'il n'a jamais remboursé, il omettait commodément cette partie de son histoire d'entrepreneur parti de rien. En dollars d'aujourd'hui, cela représente environ 200 000 $ de capital de démarrage qu'il a obtenu gratuitement. Pas exactement le récit de l'homme autodidacte qu'il mettait en avant. Mon frère, Damian, âgé de 27 ans, était une autre histoire. Pendant que je comptais les stocks dans des entrepôts à 102 degrés Fahrenheit, il était à l'université méthodiste du Sud, puis perdait son temps à faire du réseautage en Europe. Maman et papa payaient pour tout. Les frais de scolarité, l'appartement, la voiture, la BMW décapotable qu'il a démolie en 2e année a été remplacée en une semaine. Quand il a finalement rejoint l'entreprise il y a 4 ans, papa lui a donné un titre de vice-président malgré son expérience nulle. Maman a toujours été sa plus grande complice. Quand Damian a détruit cette BMW, c'est elle qui a convaincu papa de la remplacer immédiatement. Il a besoin d'un moyen de transport fiable pour les événements de réseautage, avait-elle insisté, alors que je conduisais une Camry de 10 ans avec 180 000 miles que j'avais payé moi-même. Elle n'a jamais fait pression pour moi comme elle l'a fait pour lui. Damian s'était spécialisé en communication, ce qui signifiait essentiellement qu'il avait passé 4 ans à faire la fête et à nouer des liens avec d'autres enfants de riches. Son curriculum vitae se résumait à un stage d'été dans une agence de marketing où le père de son colocataire d'université était le président-directeur général. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, papa pensait qu'il était qualifié pour diriger les ventes d'une entreprise d'équipement industriel de plusieurs millions de dollars. Je me souviens encore du jour où Damian a montré pour la première fois son vrai visage au travail. Nous avions décroché un contrat majeur avec une compagnie pétrolière, et j'avais passé 6 mois à mettre en place la logistique et à construire un système d'inventaire personnalisé pour leurs besoins spécifiques. Je parle de nuit jusqu'à 3 heures du matin, de week-ends sacrifiés, ma petite amie de l'époque m'ayant quitté parce que j'étais marié à mon travail. Le jour de la présentation finale à leur équipe d'approvisionnement, Damian est arrivé avec 20 minutes de retard, a pris le contrôle de mon PowerPoint et s'est présenté comme l'architecte derrière ce partenariat. Quand le client a posé une question technique sur les délais de mise en œuvre, Damian a bafouillé, alors j'ai sauté sur l'occasion pour donner la réponse. Plus tard dans la journée, il m'a coincé dans l'entrepôt. « Ne me fais plus jamais mal paraître devant les clients », a-t-il dit en me pointant du doigt sur la poitrine. J'ai juste répondu à leurs questions, ai-je répondu. La prochaine fois, écris-le et passe-moi une note. Je suis le visage des ventes maintenant. Tu es le gars du back-end. Connais ta place. J'aurais dû démissionner ce jour-là. Au lieu de cela, j'ai ravalé ma fierté et j'ai continué à travailler, me disant que je le faisais pour l'entreprise que mon père avait bâtie, et non pour l'ego de Damian. Le contrat avec la compagnie pétrolière a fini par rapporter 1 700 000 $ rien que la première année. Mais devinez quel nom figurait sur les documents de commission? Pas le mien. L'année dernière, j'ai trouvé la preuve que Damian gonflait ses chiffres de commission. Il s'attribuait le mérite de renouvellement qui était automatique, revendiquait des contrats que d'autres vendeurs avaient conclus, et créait même des prospects fantômes qui se concrétisaient comme par magie à la dernière minute pour atteindre les objectifs trimestriels. J'ai montré les preuves à papa, une comparaison sur tableur qui m'a pris une semaine à compiler, et il a balayé ça d'un revers de main en disant que c'était la façon de faire des affaires au Texas. J'avais passé les 2 derniers trimestres à tout documenter discrètement, à construire mon dossier, à garder les reçus. Je ne prévoyais pas d'utiliser quoi que ce soit, mais quelque chose me disait d'être préparé. Appelez ça l'instinct de 15 ans à observer mon père opérer. Puis un jour,
j'ai remarqué un appel manqué de mon père. Il était 18h42 un jeudi, et je venais de conclure notre plus gros contrat du trimestre sans l'aide de Damien. Nous n'étions pas vraiment le genre de famille à s'appeler tous les jours, alors j'ai pensé que ça devait être à propos des chiffres trimestriels. J'ai lancé la lecture du message vocal et j'ai continué à ranger mes affaires, écoutant d'une oreille distraite tout en glissant mon ordinateur portable dans sa sacoche. Ne te donne pas la peine de venir à la réunion de famille. Nous coupons les ponts. Je me suis figé, une main encore sur la fermeture éclair de mon ordinateur portable. Cet mot, prononcé sur le même ton plat qu'il aurait utilisé pour annuler un déjeuner d'affaires. Je suis resté là pendant une minute, sa voix résonnant dans ma tête. Le message était froid et efficace, comme la résiliation d'un contrat. Après toutes les années que j'avais consacrées à l'entreprise familiale, tous les week-ends que j'avais sacrifiés, toutes les relations personnelles que j'avais mises en attente pour aider à bâtir son empire, c'est comme ça qu'il y met fin. Un message vocal. La réunion de famille était notre événement annuel au ranch de mon père dans le Hill Country, qui avait lieu depuis mon enfance. Ce n'était pas seulement une réunion de famille. C'était aussi le moment où nous discutions de l'orientation de l'entreprise pour l'année à venir, débattions des décisions majeures et fixions les rémunérations. M'exclure de cela, c'était m'exclure de l'entreprise. À travers la fenêtre de mon bureau, je pouvais voir le bureau de Damien et celui de papa. Tous les deux regardaient des papiers, hochant la tête. Papa ne me consultait plus de cette façon. Maintenant, tout prenait sens. Il ne planifiait pas seulement le prochain trimestre. Il planifiait ma sortie. J'ai pris mon téléphone, mes pouces planant au-dessus de l'écran. Une douzaine de réponses me sont venues à l'esprit, chacune plus en colère que la précédente. Mais finalement, j'ai juste tapé un seul mot. Compris. S'il voulait mettre fin aux choses, très bien. Je n'allais pas supplier pour une explication. Mais s'il pensait qu'il pouvait m'évincer sans conséquence, il se trompait lourdement. Je me suis penché et j'ai sorti le grand registre relié en cuir de mon tiroir du bas. Il y avait mon nom, d'une signature soignée à l'encre noire, à côté de ceux de mes parents. D'un trait lent et délibéré, j'ai barré mon nom. Le son du stylo coupant le papier a semblé être un acte physique de séparation. J'ai pris une photo du document modifié avec mon téléphone, puis j'ai ouvert mes courriels et j'ai écrit un message à mon avocat personnel. J'ai joint la photo et j'ai tapé « Besoin de parler demain ». Situation de l'entreprise familiale en train de changer. Discutons des options. J'ai appuyé sur envoyer, j'ai verrouillé la porte de mon bureau et je suis sorti du bâtiment sans regarder en arrière. Si mon père voulait jouer à ce jeu, je n'allais pas le laisser tenir mon avenir en otage. Le lendemain, j'ai agi rapidement, j'ai annulé mon vol pour le ranch du Hill Country où la réunion avait lieu, j'ai effacé la date de mon calendrier et j'ai envoyé un courriel à mes parents confirmant mon intention de me retirer de l'entreprise et demandant un audit financier complet. Pas de politesse, pas de tentative de raccommodage. Juste le langage froid et clair d'un homme d'affaires se retirant d'une mauvaise affaire. 15 ans de ma vie dans cette entreprise. 15 ans de vacances manquées, de rendez-vous annulés et de projets reportés. Pourquoi ? Pour être évincé par un message vocal de 7 mots. J'avais refusé une offre d'emploi dans la division logistique d'Amazon après l'université pour aider papa à développer l'entreprise. Et pourquoi ? Pour que Damien puisse arriver et prendre le relais. J'ai discrètement retiré mon nom des documents de prêt de l'entreprise où j'étais inscrit comme garant. Ce n'était pas une décision émotionnelle. C'était de la pure gestion des risques. S'il m'évinçait, j'ai passé quelques appels à mon avocat pour lancer le processus de séparation. Ce n'était pas émotionnel. C'était stratégique. Mon père m'a appris que les affaires sont les affaires. Je ne faisais qu'appliquer sa leçon. En attendant que mon avocat me rappelle, j'ai sauvegardé tous les documents pertinents auxquels j'avais accès. Rapport financier, liste de clients, contrat avec les fournisseurs, tout ce qui pourrait être utile si les choses tournaient mal. Non pas pour voler, mais pour me protéger. Quand on a passé 15 ans à construire des systèmes, on sait exactement où les squelettes sont enterrés. 1 heure après avoir envoyé mon courriel, Damien m'a envoyé un texto. J'ai toujours su que tu te défilerais quand les choses deviendraient difficiles. Ne t'inquiète pas, j'ai plein d'idées pour réparer tes systèmes dépassés. Je parie que papa regrette de ne pas m'avoir mis aux commandes il y a des années. Je n'ai pas répondu. Inutile de jeter de l'huile sur le feu. J'ai juste fait une capture d'écran pour mes dossiers et j'ai continué à travailler sur ma stratégie de sortie. Damien avait toujours été un parleur, pas un faiseur.
Ces idées impliquaient généralement de dépenser de l'argent que nous n'avions pas pour des consultants dont nous n'avions pas besoin. Le lendemain matin, j'ai reçu un texto de Matthew, l'un des directeurs d'entrepôt qui était avec nous depuis une décennie. Ton père vient de convoquer une réunion d'urgence. A annoncé que Damien prend ta place avec effet immédiat. Le gars ne saurait pas faire la différence entre un disjoncteur et un fusible si sa vie en dépendait. Apparemment, Damien disait à papa depuis des mois que je prévoyais de créer ma propre entreprise concurrente et de voler des informations sur les clients. Absolument faux. Mais Damien avait toujours eu papa dans sa poche. J'ai passé cette nuit à copier tous les fichiers pertinents sur mon stockage personnel, à faire des captures d'écran des pages d'accès administrateur et à documenter tout ce que j'avais construit ou mis en œuvre. Je savais exactement comment cela allait se dérouler. 36 heures plus tard, mon téléphone s'est illuminé d'un raz-de-marée d'appels manqués. 78 de ma mère seule, des dizaines d'autres de ma sœur, et une poignée de mon père. J'ai parcouru les textos paniqués, les messages vocaux frénétiques et les courriels de plus en plus désespérés. Les messages de mon père ont commencé par des questions prudentes, interrogatrices, comme quelqu'un qui teste une glace mince. Mais au fil des heures et de mon silence qui se prolongeait, ils sont devenus plus urgents. Ces mots étaient teintés de quelque chose que je n'avais pas entendu dans sa voix depuis des années, la peur. Hugo, tu dois m'appeler à propos des papiers de la ligne de crédit. C'est important, mon fils. On peut en discuter comme des hommes. Rappelle-moi, Hugo. Ce n'est pas un jeu. L'entreprise est en jeu ici. Son comptable, un homme sans humour d'Austin que je n'ai jamais aimé, a laissé un message qui crépitait d'anxiété. Hugo, nous devons parler d'urgence. La ligne de crédit est en péril sans votre signature. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil et j'ai laissé un lent sourire se dessiner sur mon visage. Je leur avais donné une longueur d'avance, mais maintenant la tempête avait frappé, et je ne faisais que commencer. Voyez-vous, ce que mon père et Damien n'avaient pas réalisé, c'est qu'il y a 4 ans, quand j'ai modernisé toute notre infrastructure d'entreprise, je m'étais rendu essentiel à l'opération. Pas intentionnellement, j'avais en fait tout documenté méticuleusement, mais certaines choses ne peuvent tout simplement pas être transférées en un jour. Des choses comme les relations personnelles que j'avais bâties avec nos principaux fournisseurs, le code personnalisé qui maintenait notre système d'inventaire en état de marche, et la connaissance spécialisée des besoins de nos clients que j'avais accumulés au fil des ans. Au 3e jour, les messages étaient passés de confus à désespérés. Les messages vocaux de ma mère étaient haletants, ses mots se bousculant. Ma sœur, Ariel, a essayé une approche plus douce. Salut Hugo, je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis sûr que c'est juste un malentendu. Parlons-en. Je n'ai pas répondu. Ariel partait d'une bonne intention, mais je connaissais trop bien mon père pour penser que c'était juste un malentendu. Le 4e jour, j'ai reçu un courriel de la banque qui gère les comptes de notre entreprise familiale. Je l'ai ouvert avec précaution, me préparant à toute nouvelle catastrophe que mes parents avaient pu concocter. En parcourant le document, ma mâchoire est tombée. Mon père et Damien avaient discrètement tenté de transférer tous les fonds restants sur un compte séparé à leur seul nom. Ils avaient même entamé les démarches pour dissoudre la société à responsabilité limitée d'origine, m'excluant ainsi complètement de l'équation. La seule raison pour laquelle la banque l'a signalé, c'est parce que mon nom figurait toujours sur certains des documents originaux et que ma signature était requise pour les changements financiers majeurs conformément à notre accord d'exploitation, un accord sur lequel j'avais insisté lorsque nous nous étions restructurés il y a 4 ans. Un détail que papa avait probablement oublié dans sa hâte de me pousser dehors. C'en était trop. Mon père n'essayait pas seulement de briser la famille. Lui et Damien essayaient de me couper les vivres complètement, proprement, pour de bon. Ils pensaient probablement que je serais trop abasourdi ou blessé pour agir. Ils ne réalisaient pas qu'en franchissant cette ligne, ils m'avaient donné l'excuse parfaite pour riposter. J'ai pris une profonde inspiration, puis j'ai appelé mon avocat. Nous avons eu une longue et intense conversation, et à la fin, les roues étaient en mouvement pour quelque chose de bien plus grand que de simplement retirer mon nom d'un prêt d'entreprise. Ils nous ont facilité la tâche, a dit mon avocat. Une tentative de fraude financière est assez simple. Mais êtes-vous sûr de vouloir suivre cette voie? Une fois que vous appuyez sur cette gâchette, il n'y a pas de retour en arrière. Je n'ai pas hésité. J'en suis sûr. Ils ont commencé cette guerre. Je m'assure juste de la gagner. Le lendemain matin, j'ai rassemblé chaque bout de papier que j'avais sur l'entreprise familiale. J'ai passé des heures à compiler un dossier complet, soulignant chaque manœuvre douteuse, chaque dépense discutable,
chaque transaction suspecte que mon père et mon frère avaient jamais faite. Des années de frustration refoulée ont alimenté ma concentration. L'habitude de papa de classer les dépenses personnelles comme des charges professionnelles. Les rapports de commission gonflés de Damian. Les frais de consultation payés à l'entreprise de conception de site web de mon cousin qui n'a jamais réellement livré de site web. Les transactions en espèces avec certains fournisseurs qui n'apparaissaient mystérieusement jamais dans les livres officiels. Tout était là, méticuleusement documenté. Quand j'ai eu fini, j'avais une pile épaisse et accablante de preuves. J'ai déposé une plainte officielle auprès de la banque et j'ai fait geler tous les comptes en attendant un audit complet. J'ai également déposé une demande auprès de l'Internal Revenu Service pour enquêter sur une éventuelle fraude fiscale, en joignant les pièces les plus incriminantes de mon dossier. Je ne savais pas si ça aboutirait, mais j'étais prêt à le découvrir. Enfin, pour faire bonne mesure, j'ai envoyé tout le dossier au plus gros client de mon père, un ami de longue date de la famille qui, je le savais, n'apprécierait pas l'idée d'être impliqué dans une affaire potentiellement frauduleuse. Jim avait connu mon grand-père et avait donné à mon père son premier gros contrat. Il était de la vieille école de l'argent du pétrole texan, un homme qui valorisait la loyauté et l'honnêteté par-dessus tout. Je savais qu'il n'apprécierait pas d'apprendre comment mon père avait opéré. Je m'attendais à des représailles, mais j'étais préparé. J'avais déjà sécurisé toutes mes finances personnelles, déplacé mes actifs sur de nouveaux comptes et m'étais assuré que mon nom ne figurait plus sur aucune ligne de crédit de l'entreprise. Qu'ils viennent me chercher. Je n'étais plus exposé. Ce soir-là, je me suis assis à la fenêtre de mon appartement surplombant le centre-ville de Dallas, regardant les lumières de la ville s'allumer. Une partie de moi ressentait une pointe de regret sur la façon dont les choses avaient dégénéré. Mais une autre partie, celle qui se souvenait de chaque affront, de chaque fois que Damian avait été favorisé, de chaque rejet de mes contributions, ne ressentait rien d'autre qu'une froide satisfaction. Mon téléphone a vibré avec un texto de Matthew de l'entrepôt. Le chaos ici aujourd'hui. Ton frère a essayé d'accéder au système d'inventaire et a réussi à faire planter le serveur. Ton père a crié toute la journée. J'espère que quoi qu'il se passe, ça s'arrangera pour toi, mec. J'ai souri sombrement. Ils apprenaient à quel point ils avaient compté sur moi, et cela ne faisait que 4 jours. Ce soir-là, mon téléphone a de nouveau vibré. C'était Ariel. J'ai hésité avant de répondre. Hugo, je sais que tu es en colère, et je ne te blâme pas, mais pouvons-nous parler? Juste toi et moi. J'ai marqué une pause, pesant mes options. Malgré tout, je ne voulais pas l'entraîner au milieu de ce gâchis. Elle avait toujours été la personne raisonnable, essayant de maintenir les choses fonctionnelles lorsque l'ego de papa s'enflammait. D'accord, ai-je finalement dit. Retrouvons-nous demain. Le lendemain, j'ai retrouvé Ariel dans un restaurant de barbecue du nord de Dallas. Elle était déjà là, attendant à une table d'angle, gardant un œil sur la porte. Quand elle m'a vu, elle s'est un peu redressée, mais son expression est restée sérieuse. Ariel avait toujours été le pont entre moi et le reste de la famille. 3 ans plus jeune que moi, 5 ans plus âgée que Damian. Elle avait perfectionné l'art de la neutralité dans les conflits familiaux. Hugo, qu'est-ce qui se passe? A-t-elle demandé à voix basse. Papa perd la tête. Maman est anéantie. Il pense que tu essaies de détruire l'entreprise, et Damian ne fait qu'empirer les choses, menaçant de te poursuivre en justice à tout bout de champ. Elle méritait de savoir la vérité, mais je ne voulais pas l'entraîner plus profondément dans ce gâchis. Ils ont essayé de m'exclure complètement, ai-je dit. Papa et Damian ont transféré de l'argent sur un compte séparé, essayant de dissoudre la société à responsabilité limitée dans mon dos. Je m'assure juste qu'ils ne puissent pas me ruiner au passage. Ses yeux s'écarquillèrent. Ce n'est pas possible. Papa ne ferait pas ça. Non, il doit y avoir une erreur. Et Damian? Le ferait-il? Ai-je demandé de manière significative. Elle a détourné le regard, incapable de le nier. Damian avait toujours été manipulateur, même avec elle. Il lui avait emprunté de l'argent de son fonds d'études une fois, promettant de le rembourser, mais ne l'a jamais fait. Papa a couvert l'affaire, bien sûr. J'ai poussé un mince dossier sur la table. Il contenait des pages soigneusement sélectionnées, juste assez pour faire valoir mon point de vue sans la submerger. Des demandes de virements bancaires, des factures douteuses et des courriels où mon père et Damian avaient explicitement demandé à leur comptable d'accélérer le processus de séparation. Elle a feuilleté les papiers. Mon Dieu, c'est beaucoup d'argent, Hugo. Elle s'est arrêtée,
ses doigts tapotant un relevé surligné. 75 000 $ qui ont tout simplement disparu. Oui, ai-je dit en me penchant en arrière. Et ce n'est que le début. Ils siphonnent des fonds depuis des mois, peut-être des années. J'ai intercepté un virement de 150 000 $ vers un compte privé à leur nom, marqué comme dépenses de développement commercial. Je me suis penché plus près. Ariel, si je n'avais pas réagi quand je l'ai fait, je serais responsable de tout ça. Mon nom est sur ces documents de prêt et ces déclarations fiscales. J'aurais pu être légalement responsable. Elle a fermé le dossier et a posé sa paume à plat dessus. Tu dois leur parler, a-t-elle dit fermement. Il doit y avoir une autre explication. Papa il n'est généralement pas aussi stupide. Et Damian, ai-je demandé. Elle n'a pas répondu. Je leur ai donné une chance de s'expliquer. Tu sais ce que papa a fait? Il m'a laissé un message vocal de 7 mots qui a brisé la famille. Puis il a mis Damian à ma place le lendemain même. S'il te plaît, ne détruis pas tout, a-t-elle dit. Maman parle déjà de vendre la maison. Si ça explose, je ne sais pas ce qu'ils feront. Ce n'est pas moi qui ai commencé ça, Ariel. Mais je te promets que je vais le finir. Ce soir-là, j'ai reçu un avis de la banque. Le gel des comptes de l'entreprise avait été effectué. Mon avocat avait utilisé l'accord d'exploitation sur lequel j'avais insisté il y a 4 ans, celui exigeant l'approbation unanime des membres pour les transferts dépassant 50 000 $, ainsi que des preuves de transactions non autorisées. La banque avait signalé plus de 250 000 $ de transactions suspectes, plusieurs grosses sommes étant encore en attente de transfert. J'ai imaginé mon père et Damian dans ce bureau en calcaire d'Austin, regardant les chiffres diminuer, leur empire financier soigneusement construit s'effondrant d'heure en heure. Je ne me contentais pas de couper les ponts. Je mettais le feu à tout le navire. Je connaissais l'entreprise assez bien pour comprendre ce que signifiait un compte gelé. Les fournisseurs ne seraient pas payés. La paie serait retardée. La ligne de crédit sur laquelle ils comptaient pour les achats importants serait compromise. C'était l'équivalent d'une crise cardiaque pour une entreprise. Je me suis réveillé le lendemain matin avec mon téléphone vibrant comme un fou. Ma boîte de réception de courriel était inondée de notifications de la banque, de mon avocat et de messages paniqués du comptable de mon père. L'audit était arrivé plus tôt que prévu, et il faisait clairement des vagues. J'ai parcouru les dernières mises à jour de la banque. Ils avaient gelé plus de 400 000 $ d'actifs sur plusieurs comptes et signalé 200 000 autres dollars de retraits inexpliqués remontant à 6 mois. C'était un étranglement financier, suffisant pour paralyser complètement les opérations de l'entreprise. Mon père avait laissé 3 messages vocaux pendant la nuit, chacun plus désespéré que le précédent. Hugo, mon fils, s'il te plaît. Je ne sais pas ce que tu penses savoir, mais tu fais une terrible erreur. Rappelle-moi immédiatement. Nous pouvons arranger ça. J'ai supprimé les messages sans répondre. 1 heure plus tard, Ariel a de nouveau appelé. Hugo, qu'as-tu fait? A-t-elle demandé, sa voix stable mais tendue. J'ai fait ce que je devais faire, ai-je répondu calmement. Il panique, Hugo. Papa parle d'avocat, de porter plainte pour sabotage. Maman est en pleine panique, et Damian fait des promesses folles de tout arranger s'il lui donne simplement le plein contrôle. Je n'étais pas surpris. Ils n'avaient jamais été doués pour gérer les situations où leur plan dérapait. Je leur ai donné une chance. Papa a fait son choix. Damian a pris ma place, et j'ai fait ma contre-attaque. Je ne reculerai pas. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Bien. Rencontre-les, a-t-elle finalement dit. Une dernière fois. Pour moi. J'ai hésité. Je devais au moins ça à Ariel. D'accord, ai-je dit, mais c'est la dernière fois. Alors que je raccrochais, mon avocat a appelé avec une mise à jour. L'audit préliminaire de la banque avait déjà révélé suffisamment d'anomalies pour justifier une enquête plus approfondie. Mon père et Damian risquaient des poursuites pour fraude si les choses continuaient ainsi. Vous devez décider jusqu'où vous voulez aller, a-t-il dit. En ce moment, vous avez un avantage. Ils ont peur. C'est peut-être le moment de négocier un règlement qui vous libère avec votre juste part. J'y ai réfléchi. Un règlement serait plus propre, plus rapide, mais quelque chose en moi résistait. Il ne s'agissait plus seulement d'argent. Nous nous sommes rencontrés chez mes parents dans le nord de Dallas ce soir-là. J'avais grandi dans cette maison, passé mon adolescence dans la chambre à l'étage, amené ma première petite amie dîner à cette table.
Maintenant, cela ressemblait à un territoire ennemi. Ma mère a ouvert la porte avec un sourire forcé et une étreinte rapide. Elle avait l'air fatiguée. À l'intérieur, mon père se tenait dans le salon, les bras croisés, l'air de posséder le monde. Damian était assis dans le fauteuil en cuir comme si c'était un trône, les jambes écartées, feignant la confiance malgré la situation. « Assieds-toi » a exigé mon père. Je me suis laissé tomber dans un fauteuil, notant comment chaque photo de famille mettait Damian au premier plan, avec moi relégué sur le côté. Avait-ce toujours été comme ça, ou est-ce que je le remarquais seulement maintenant? Alors, de quoi s'agit-il, ai-je demandé. Mon père s'est tourné vers moi, le visage rouge. Qu'est-ce que tu crois faire, Hugo? Geler les comptes? Demander un audit? Tu essaies de détruire tout ce que j'ai construit. J'ai soutenu son regard directement. C'est moi qui détruis des choses? Après que tu aies essayé de m'évincer sans avertissement? Tu penses que je ne remarquerai pas 250 000 $ disparaissant sur un compte privé? Tu penses que je vais simplement rester les bras croisés pendant que toi et Damian videz l'entreprise que j'ai aidé à construire? Damian s'est levé, me pointant du doigt. Tu as toujours été jaloux du succès de papa. Tu as essayé de me saper depuis le premier jour. Le visage de mon père s'est durci. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait, a-t-il dit. J'ai des contrats en cours, des investissements en place. Damian a des relations avec de nouveaux clients. Si tu gèles ses comptes, ça pourrait tout ruiner. Ce n'est pas mon problème, ai-je rétorqué. Vous avez pris votre décision quand vous avez essayé de m'évincer de l'entreprise et de me remplacer par Damian. Je ne fais que protéger ce qui est à moi. Il y eut un long silence. Puis Damian se pencha en arrière dans son fauteuil avec un sourire narquois. Ne t'inquiète pas, papa. Je vais moderniser l'entreprise maintenant qu'Hugo est hors jeu. Ces systèmes sont archaïques. J'ai des contacts chez Oracle qui peuvent nous installer de vraies solutions d'entreprise. J'ai ri. Damian ne s'était même jamais connecté à notre système d'inventaire, et encore moins ne l'avait compris. Damian a raison, a dit mon père. Nous prévoyons de toute façon de mettre à jour toute l'opération. Cela ne fait qu'accélérer le calendrier. J'ai regardé mon père et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. Il avait peur. Sous toutes les fanfaronnades et les menaces, il était terrifié que son empire lui échappe. Et au lieu de faire face à la réalité, il s'enfonçait dans le fantasme que Damian pourrait d'une manière ou d'une autre tout sauver. Mon père s'est penché, la voix basse et menaçante. Très bien. Tu veux jouer les durs? Tu veux réduire cette famille en cendres? Je vais te montrer à quoi ça ressemble vraiment. J'ai soutenu son regard. J'étais allé trop loin pour reculer maintenant. Ariel s'est interposé entre nous. Arrêtez, vous tous. Ça ne résout rien. Je me suis levé et j'ai pris ma veste. Tu voulais que je sois là, Ariel. Je suis venu. Mais j'ai fini d'essayer de raisonner avec eux. Je me suis retourné et je suis sorti, fermant fermement la porte derrière moi. En montant dans ma voiture, mon téléphone a vibré avec un nouveau courriel, un message de mon avocat. Mes parents et Damian venaient de déposer une plainte m'accusant d'avoir saboté l'entreprise et d'avoir pris illégalement le contrôle de leur compte. J'ai laissé échapper un petit rire et j'ai jeté mon téléphone sur le siège passager. Alors, c'est comme ça qu'ils voulaient jouer? Très bien. Je leur avais donné une chance de s'en aller. Maintenant, j'allais m'assurer qu'il ne leur reste plus rien pour se battre. La plainte m'a frappé plus durement que prévu. Mon père et Damian avaient déclenché l'arme nucléaire, m'accusant de tout, du détournement de fonds au sabotage d'entreprise. Leurs allégations étaient scandaleuses, mais les enjeux étaient réels. S'ils parvenaient à convaincre un juge que j'avais illégalement saisi les comptes, je pourrais être redevable de centaines de milliers de dollars de dommages et intérêts. Je m'attendais à ce qu'ils soient en colère, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi stupides. C'était comme s'ils suppliaient d'être pris. J'ai passé la semaine suivante enfoui sous des documents juridiques, mon avocat travaillant d'arrache-pied pour contrer chaque nouvelle motion qu'il déposait. Ils avaient même entraîné Ariel dans l'affaire, l'appelant comme témoin contre moi, espérant probablement briser ma résolution. Puis, 2 jours avant la première audience au tribunal, j'ai reçu un message du comptable de mon père. Hugo. Nous devons nous rencontrer en privé. Il y a des choses que vous devez savoir. Je l'ai rencontré ce soir-là dans un relais routier près de l'Interstate 35. Il était déjà là quand je suis arrivé, l'air nerveux. Il m'a fait signe de m'approcher,
regardant autour de la pièce. Hugo, je ne devrais pas être ici. S'ils l'apprennent. Il a nerveusement ajusté ses lunettes. L'internal revenu service a fouiné dans certaines de nos déclarations. Avec un procès et un audit ordonné par le tribunal, je pourrais faire face à des accusations criminelles pour ma part dans cette affaire. Je dois prendre les devants. Dites-moi simplement de quoi il s'agit, ai-je dit, m'asseyant en face de lui. Il s'est penché en avant, sa voix baissant. Votre frère, il cache de l'argent depuis des années. Des comptes offshore, des sociétés écrans, des transactions en espèces sous la table. Votre père ne l'a découvert que récemment, mais il le couvre. C'est grave. Je m'attendais à une certaine malversation financière. Mais cela semblait bien pire. À quel point? Évasion fiscale? Fraude électronique? Peut-être du blanchiment d'argent. Je truque les comptes sur leurs instructions depuis des années. Mais ce procès, s'il va jusqu'à la phase de communication des pièces, nous sommes tous exposés. Je ne peux pas risquer ma licence, ma liberté. Il a fait glisser une clé USB sur la table. Tout ce dont vous avez besoin est là-dessus. Relevé bancaire, virement, contrat. Votre frère a systématiquement saigné l'entreprise à blanc pendant des années, et votre père a aidé à le couvrir. C'est assez pour les couler tous les deux. Cette nuit-là, j'ai examiné les fichiers. Tout y était. Plus de 750 000 $ avaient été discrètement siphonnés de l'entreprise avec les empreintes de Damian partout, et la signature de mon père approuvant la plupart des transactions. Il y avait des achats d'équipements qui n'avaient jamais eu lieu, des frais de consultation payés à des sociétés écrans que Damian contrôlait, et même un faux bail d'entrepôt qui finançait en réalité son appartement à South Padre Island. Mon père avait tout signé, soit sciemment, soit par ignorance volontaire. Le lendemain matin, j'ai tout envoyé à mon avocat avec une note. Finissons en. Au moment où la date du tribunal est arrivée, mes parents et Damian étaient acculés. Leur compte était gelé, leur réputation commerciale en lambeaux. Et maintenant, avec ces nouvelles preuves, ils faisaient face à de possibles accusations criminelles. Mon père avait l'air plus vieux en entrant dans la salle d'audience, son assurance habituelle disparue. Damian n'était même pas là. Il était apparemment parti en voyage d'affaires la nuit précédente. Le juge a mis moins d'1 heure à statuer. Les preuves étaient accablantes. L'affaire a été classée sans suite, et le tribunal a ordonné un audit jury comptable complet des finances de mes parents et de l'entreprise. J'ai regardé le visage de mon père alors que la réalité s'installait. Il n'avait pas seulement perdu l'entreprise, il avait tout perdu. À l'extérieur de la salle d'audience, il s'est approché de moi, les épaules affaissées. Hugo, tu dois me croire. Je ne savais pas à quel point c'était grave avec Damian. J'essayais juste de le protéger. Pendant un instant, j'ai presque eu pitié de lui. Presque. Tu l'as choisi plutôt que moi, ai-je dit doucement. À chaque fois. Et maintenant, tu en paies le prix. Je suis parti, le laissant là, l'air soudain de faire ses 68 ans. Une semaine plus tard, Ariel a appelé. Elle avait trouvé à nos parents un petit appartement à Arlington. Elle n'a pas demandé mon aide, et je ne l'ai pas offerte. Mais je leur ai envoyé assez pour 3 mois de loyer, plus pour elle que pour eux. Savais-tu pour Damian? Il les a ruinés, Hugo. Et ils l'ont laissé faire. Ils l'ont choisi plutôt que toi, plutôt que moi, plutôt que tout ce que papa a passé sa vie à construire. Je pouvais entendre la douleur dans sa voix. Ce n'était pas seulement moi qui avais été trahi. Quant à l'entreprise, elle avait complètement implosé. L'audit a révélé que Damian siphonnait de l'argent depuis des années. L'entreprise était profondément endettée, et la plupart de leurs principaux clients avaient abandonné le navire lorsque le scandale a éclaté dans la presse économique de Dallas. L'entrepôt a été fermé, l'équipement vendu aux enchères. Damian avait disparu. La dernière fois qu'Ariel a eu de ses nouvelles, il était au Mexique, ignorant leurs appels avec environ 300 000 $ de l'argent de l'entreprise. J'ai signé les derniers papiers, dissolvant mon lien avec l'entreprise, coupant les derniers liens financiers entre nous. Avec l'argent de mon règlement et mes relations dans le secteur, j'étais déjà à 6 semaines de la création de ma propre opération à Oklahoma City. État différent, marché différent, industrie similaire. J'avais obtenu un modeste espace d'entrepôt, fait venir 2 employés de confiance de l'opération de Dallas, et commencé à construire quelque chose qui était entièrement à moi. Pas de drame familial, pas de népotisme, juste des pratiques commerciales saines. 3 mois plus tard,
mon père a appelé directement. Sa voix était différente, sobre, mais toujours avec cette nuance de sentiment de droit. Hugo, nous devons parler. Ta mère et moi, nous traversons une mauvaise passe. Damien nous a vidés et a disparu. Nous avions tort. Nous avons besoin de ton aide pour reconstruire l'entreprise. J'ai laissé ces mots en suspens. Une partie de moi se sentait vengée. L'autre partie était juste fatiguée de toute cette histoire. Je suis désolé, papa. Ce chapitre de ma vie est clos. Allez, mon fils. Nous n'avons plus rien. Nous nous sommes trompés sur toi, trompés sur Damien. Nous pouvons recommencer. Reconstruire l'entreprise ensemble, de la bonne manière cette fois. J'ai encore des relations à travers le Texas. J'ai pris une profonde inspiration. Non. Tu as fait ton choix. Maintenant, tu dois vivre avec. Ta mère a besoin de ses médicaments. L'assurance. Sa voix s'est brisée un instant. J'ai senti une pointe au cœur mais je l'ai rapidement réprimée. Il m'avait manipulé pendant des années avec la culpabilité. Pas cette fois. J'ai déjà parlé de ça à Ariel. Elle s'occupe des ordonnances de maman par le biais de sa clinique. Vous irez bien. Tu ne peux pas simplement abandonner ta famille, Hugo. Après tout ce que j'ai fait pour toi. J'ai failli en rire. Tout ce que tu as fait pour moi, papa? J'ai travaillé 15 ans à construire ton entreprise pendant que tu offrais tout à Damien sur un plateau d'argent. J'en ai fini. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Peut-être qu'un jour je serai prêt à les avoir de nouveau dans ma vie d'une petite manière, mais je ne lierai plus jamais mon avenir à leur jugement ni ne mettrai ma sécurité financière entre leurs mains. Mon père m'a appris une leçon précieuse, après tout. Les affaires sont les affaires. La famille, c'est autre chose. Qu'en pensez-vous? Ai-je bien fait de refuser de les aider à repartir de zéro? Cela fait 6 mois depuis mon message principal, et laissez-moi vous dire que les choses sont devenues folles. Hier, le Dallas Morning News a publié un article sur l'arrestation du fils d'un homme d'affaires local de premier plan à Puerto Vallarta. Oui, c'était Damien. Les autorités locales l'ont arrêté dans un appartement en bord de mer où il vivait sous un faux nom depuis 6 mois. Il a été extradé au Texas et inculpé de fraude électronique, d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent. Le procureur parle de 15 à 20 ans de prison s'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Le journal a laissé entendre qu'il avait été attrapé lors d'une enquête de routine, peut-être qu'il était devenu négligent, que quelqu'un l'avait reconnu ou qu'il avait contrarié la mauvaise personne là-bas. Ce n'est pas le cas. Ce que l'article n'a pas mentionné, c'est que sa localisation, les preuves de ses crimes financiers et une trace écrite complète documentant chaque transaction illégale avaient été livrées au FBI, à la division des enquêtes criminelles de l'IRS et au département bancaire du Texas exactement 30 jours avant son arrestation. Par mois. Quand Damien a disparu au Mexique, je savais que le jeu n'était pas terminé. Les tâches inachevées m'irritent. Ça a toujours été le cas. Alors, pendant que mes parents pleuraient leur fortune perdue à Ariel, j'ai discrètement engagé un détective privé à Mexico, spécialisé dans la recherche de personnes qui ne veulent pas être trouvées. Cela a pris 2 mois et m'a coûté 45 000 $, mais il a localisé Damien vivant dans un appartement en bord de mer à 7 000 $ par mois, conduisant une nouvelle Porsche, bronzé et sortant avec la propriétaire d'un restaurant local. Le détective privé m'a envoyé des photos de Damien se prélassant au bord de la piscine, riant comme s'il n'avait aucun souci au monde, comme s'il n'avait pas détruit notre entreprise familiale et laissé nos parents sans le sou. Une surveillance de base de son mode de vie a confirmé que c'était bien lui. Le détective m'a donné son alias, il se faisait appeler Jack Stevens, son nouveau numéro de téléphone et ses informations bancaires. À partir de là, j'ai constitué un dossier complet. Il s'est avéré que ces comptes offshore que le comptable avait signalés n'étaient que la partie visible de l'iceberg. Damien siphonnait les fonds de l'entreprise depuis le premier jour et avait mis en place un réseau élaboré de sociétés écrans pour cacher l'argent. Il avait créé de faux comptes de fournisseurs qui facturaient notre entreprise pour des services inexistants, mis en place des sociétés fictives au Nevada et au Wyoming pour recevoir des honoraires de consultation, et avait même une fausse société de gestion immobilière qui nous louait prétendument du matériel que nous possédions déjà. Le montant total était proche de 1 200 000 $, bien plus que les 300 000 $ que mes parents pensaient au départ. Je n'ai pas fait ça pour la justice. Je ne l'ai pas fait pour aider mes parents à récupérer leur argent. Je l'ai fait parce que je finis ce que je commence. Quand j'ai eu tout en place, relevé bancaire, confirmation de virement,
journaux d'adresse IP de ses connexions au compte, et même des photos de lui accédant au compte depuis sa cachette au Mexique. J'ai préparé 3 dossiers identiques, un pour l'unité des crimes financiers du FBI, un pour les enquêtes criminelles de l'IRS, et un pour la commission bancaire de l'État. J'ai ajouté une chronologie détaillée, les coordonnées de tous les témoins pertinents, y compris le comptable de notre famille, qui était plus que disposé à coopérer pour sauver sa propre peau, et une feuille de route pour les poursuites. Puis je les ai envoyés en recommandé, sans adresse de retour, et j'ai attendu. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils agissent si rapidement. Les agences fédérales prennent généralement leur temps avec les affaires de col blanc, mais apparemment, les preuves étaient trop solides pour être ignorées. Peut-être qu'ils l'avaient déjà sur leur radar pour d'autres escroqueries. Quoi qu'il en soit, ils ont agi. L'agent du FBI qui dirigeait l'affaire m'a appelé hier. Apparemment, mon nom était partout sur les documents financiers en tant qu'ancien directeur des opérations, alors ils voulaient une déposition. Je leur ai donné ce dont ils avaient besoin. Ils ne savent pas que c'est moi qui ai livré les preuves, et ils n'ont pas besoin de le savoir. Damian fait maintenant face à des accusations fédérales, selon son avocat commis d'office. Il semble que son argent du Mexique n'ait pas duré assez longtemps pour engager un bon avocat. Il essaie de conclure un accord, offrant de témoigner contre notre père en échange d'une peine réduite. Du Damian tout craché, toujours à la recherche de la solution de facilité. Papa fera probablement face à des accusations aussi. Bien qu'il puisse obtenir une peine légèrement plus légère puisque Damian était l'architecte principal, à son âge, même une peine de 5 ans pourrait signifier passer ses dernières bonnes années derrière les barreaux. Les actifs restants de mes parents ont été gelés en attendant l'issue de l'affaire. Ariel dit qu'il pourrait perdre l'appartement que j'ai payé. Elle m'a demandé si je les aiderais à nouveau. Je ne l'ai pas fait. L'ancienne entreprise est officiellement morte. Ses actifs ont été liquidés il y a des mois. Sa réputation enterrée. Ma nouvelle opération en Oklahoma a dépassé le $1 million de chiffre d'affaires le trimestre dernier. J'ai embauché de bonnes personnes, mis en place des systèmes solides et construit quelque chose de propre et fonctionnel à partir de zéro. Pas de drame familial, pas d'agenda caché, pas de Damian. Il passera des années dans une prison fédérale à se demander qui a monté le dossier contre lui. Était-ce le comptable, un client vengeur, un banquier au hasard qui a repéré des irrégularités? Cela le rongera quotidiennement, mais il ne saura jamais que c'était moi. Il ne comprendra jamais le niveau de détail et de planification qui a mené à sa chute. Certains pourraient appeler ça de la vengeance. J'appelle simplement ça boucler la boucle. Quant à mes parents, ils ont fait leur choix quand ils m'ont évincé avec ce message vocal de 7 mots. Ils devront vivre avec les conséquences. Ariel est toujours prise entre deux feux, et je l'aide quand je peux, mais ce chapitre avec mes parents est clos pour de bon. Finalement, Damian m'a aussi appris quelque chose, toujours vérifier qui déplace les pièces en coulisses. Les affaires sont les affaires.